Aujourd'hui, je suis au Rose Lab et je me rends à la deuxième édition de la matinale toulousaine de la pédagogie entrepreneuriale qui est organisée par Mare Nostrum et son trépidant directeur Alexis Janicot. Cette matinale, c'est la deuxième édition de cet événement qui a pour but vraiment de faire grandir l'esprit d'entreprendre et d'encourager tous ceux qui veulent aider les étudiants entrepreneurs et les jeunes diplômés à entreprendre. Et donc, le but de ce matin, vraiment, c'est de s'inspirer, c'est de partager. On va vous présenter des événements, on a fait de la veille vraiment sur le terrain pour vous, sur des événements qui ont parlé d'entrepreneuriat étudiant. On va échanger sur des besoins très concrets de deux entrepreneurs, jeunes entrepreneurs qui nous ont fait le plaisir de venir aujourd'hui pour dire quel a été leur parcours, leurs difficultés, en quoi les établissements les ont aidés ou pas. Et voilà. Et l'idée, c'est à partir de ces cas concrets, vraiment en mode entrepreneurial, qu'est-ce que nous, à l'échelle de nos établissements et du territoire, on pourrait faire de mieux pour que des entrepreneurs comme Annabelle et Julien puissent encore mieux réussir et s'épanouir ici et pour entreprendre ici à Toulouse. Je vous l'ai dit, nous nous trouvons au Rose Lab, qui est le plus gros Fab Lab de la région toulousaine. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ? Bonjour. D'accord. Bonjour, je suis Caroline. Donc vous êtes ici au Rose Lab. On a pu prendre un petit moment partagé. C'est un lieu qui est assez hybride, qui est pas vraiment connu de tout le monde. Moi, quand je dis que je travaille dans un Fab Lab, tout le monde me dit dans un quoi. Donc c'est vraiment un lieu qui réunit des machines. À la base, vraiment, c'est d'avoir des machines qui sont partagées, qui sont mutualisées entre tous les utilisateurs. Donc plutôt que d'avoir une énorme découpe laser dans votre salon, vous l'avez dans un lieu qui, voilà, vous permet d'être plus tranquille au quotidien. Mais du coup, c'est surtout une communauté. C'est une communauté d'artisans, de makers. Les makers, c'est des gens qui fabriquent, mais surtout qui vont fabriquer ensemble. Le lieu, il a été fondé par Antoine, qui est pas là aujourd'hui, mais qui aurait adoré être ici pour vous en parler un petit peu mieux que moi. Donc voilà, il y a vraiment une communauté qu'on forme au quotidien, avec à la fois des artisans, des entrepreneurs, des collectivités, des entreprises, des centres de formation. Vraiment, on essaie de réunir toutes ces communautés, de les mélanger. On fait un gros meet-check et hop, il y a plein de choses qui se passent, qui arrivent. Et donc voilà, c'est vraiment un lieu où c'est génial de travailler aussi bien pour l'équipe que pour les personnes qui viennent ici. Et l'entrepreneuriat est vraiment au cœur du projet parce qu'en fait, tous les artisans qui viennent ici, à un moment, ils ont aussi besoin de développer leur activité. On met pas mal d'actions en place pour les aider dans ce sens-là. Donc voilà, c'est vraiment assez chouette. Le jeudi, c'est vraiment le jour de l'entrepreneuriat au Rose Lab. Mais en vrai, c'est tous les jours qu'ils ont besoin de développer leur projet. Aujourd'hui, chaque université, école ou grande école a un responsable entrepreneuriat au sein de son établissement. Alors, allons à leur rencontre et découvrons quelle fibre les fait vibrer pour l'entrepreneuriat. Et là, je travaille à l'Université de Toulouse pour un projet dans les Pyrénées, chose qui me fait revenir aux sources, là où j'y vais, là, circulaire aussi, parce que j'essaye d'être le plus possible dans un accompagnement, soit des chercheurs, soit des doctorants, dans une circularité, pas juste de l'économie, mais un peu globale. Allez, Laura. Je m'appelle Riyad Robana, je suis professeur des universités en informatique. J'ai l'honneur et le plaisir d'être depuis 2 mois professeur-chercheur à l'EPITA. J'ai quand même toujours, mis à part mon métier de professeur, toujours aimé l'entrepreneuriat. Il m'est arrivé de faire pas mal de projets. Il y a un projet auquel j'ai participé avec des collègues qui est le montage d'une grande université en Tunisie, une école d'ingénieurs qui maintenant a près de 5000 étudiants. Je me suis aussi occupé d'un incubateur d'entreprise au sein d'une école d'ingénieurs dans laquelle je faisais partie. Il y a eu des projets qui ont très très bien réussi. Il y a eu même
une entreprise qui est devenue Centaure. Il y a plusieurs niveaux dans la réussite des startups. Il y a ce qu'on appelle les licornes qui arrivent à soulever, qui ont une valeur de 1 milliard de dollars. Et les Centaures, c'est des entreprises qui sont entre 100 millions et 1 milliard de dollars. D'accord? Donc, une des entreprises qu'on avait incubées et qui avait réussi, c'est un ancien de nos étudiants et qui a réussi à être Centaure. Je suis aussi enseignante chercheur à EPITA. Je suis dans le domaine de la vérification formelle et de l'intelligence artificielle. On est toujours amené à réfléchir sur la recherche, les problèmes de recherche, les problèmes d'enseignement et aussi à comment accompagner les étudiants, réfléchir sur les projets qui peuvent être intéressants, sur les modules qui pourraient leur rendre opérationnels sur le marché du travail et leur donner une valeur ajoutée. Et puis l'innovation. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de nouveau? Réfléchir à l'innovation. Bonjour à tous, moi c'est Florence, je travaille à la Cité des apprentissages et des formations Blagnac. Et puis on va dire que depuis 20 ans maintenant, j'accompagne des apprentis plutôt de bas niveau de qualification. Ça va être des métiers de l'alimentation, des pâtissiers, des boulangers. Actuellement, on a des cuisiniers, des commerciaux. On a des formations qui vont du CAP au Bac+3 actuellement. Et dans les jeunes qui travaillent avec nous, beaucoup créent. Et tous les ans, sur des cohortes, on en a qui créent. Souvent, on les accompagne peu. Et aujourd'hui, on est là avec Zakia, justement, pour pouvoir mettre une pièce de plus à notre édifice et que ces jeunes-là puissent atteindre des sommets. Bonjour à toutes et à tous, Mustapha, je suis gestionnaire administratif et référent entrepreneuriat du service relations entreprises de TSM, l'ex-IAE, donc composante de l'UT Capitole. Aujourd'hui, on ne pense pas assez aux étudiants entrepreneurs qui ont du mal à être accompagnés. Et moi, en tant que référent entrepreneuriat, on essaie de les accompagner, de leur trouver des solutions afin qu'ils ne se sentent pas seuls dans leur projet. Et d'un côté, ça permet, l'entrepreneuriat est une pièce du puzzle dans le développement de notre école. Et ça me fait penser aussi à mon papa qui est aussi entrepreneur. Et donc, voilà. Alors bonjour, moi à la base je suis de formation ingénieur, j'ai bossé 5 ans dans l'industrie, dans les télécoms et après je suis partie à Toulouse Innov Campus, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Alexis et j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'impression en fait de pouvoir faire rayonner un peu ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire encourager l'esprit d'entreprendre, mettre en lumière les projets des étudiants, etc. Donc c'est un peu ce que ça représente et aujourd'hui j'ai envie de rassembler les pièces du puzzle et d'être aussi la bonne pièce et de pouvoir proposer les bonnes choses pour pouvoir continuer à faire évoluer l'entrepreneuriat et apporter ma pierre à l'édifice. Voilà. Voici venir Ayman, un serial entrepreneur de Mare Nostrum qui co-anime la matinale avec Alexis. Moi, je m'appelle Ayman, je suis diplômé de TSE et je suis expert en intelligence artificielle et en data. J'accompagne Alexis pour aider les porteurs de projets à démarrer leur projet d'entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai déjà essayé d'entreprendre pas mal de fois depuis mes 16 ans. J'ai commencé par une boutique de vente de livres aux États-Unis sur l'e-commerce et là j'ai développé une application pour les boulangeries. Bon, à chaque fois je teste, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais on entreprend, c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat, c'est la jungle. Annabelle et Julien, deux jeunes entrepreneurs. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, Julien Segura. Donc, j'ai créé une société qui s'appelle Racine, qui est née d'un projet étudiant. J'ai fait l'ICT, l'UT1 et Eurydice, donc 3 écoles avec
du droit, du commerce, etc. Ça fait 2 ans que j'entreprends maintenant et le cerveau fuse et ne s'éteint jamais, puisque quand on entreprend, c'est matin, midi et soir, et parfois l'équilibre vie pro, vie perso peut en prendre un coup. Bonjour, moi c'est Annabelle Van Santen. Je suis la fondatrice de la marque Plaisir, qui, pareil, est née d'un projet étudiante que j'ai monté il y a maintenant 1 an. J'ai toujours entrepris plus ou moins dans ma vie, donc le cerveau y fuse tout le temps avec des idées qui sont concrètes ou pas. Et depuis 1 an, j'ai trouvé une idée concrète que j'ai vraiment eu envie de développer, qui est donc la marque Plaisir. Et je l'associe un peu au lever de soleil, un peu aussi à ma personnalité qui est spontanée. Et c'est surtout un projet avec lequel j'ai envie d'apporter de la joie et du bonheur et de proposer des nouvelles choses éblouissantes aux personnes autour de moi. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de continuer à développer cette marque. Maintenant que vous connaissez quelques-uns des nombreux invités à cette matinale de la pédagogie entrepreneuriale, intéressons-nous à ce que c'est que cette pédagogie entrepreneuriale. Je laisse la parole à Ayman, qui va nous parler des journées de pratiques pédagogiques en entrepreneuriat auxquelles il a assisté. Alors, l'événement, il était centré sur l'innovation, avec une petite table ronde qui a parlé de la créativité, de la notion de la créativité. Et il y avait 3 phrases clés à retenir. C'est que, premièrement, il faut chercher à enseigner le risque parce que c'est rare. Et je pense que les étudiants entrepreneurs, ils doivent connaître un peu les notions de risque parce qu'entreprendre, c'est aussi prendre des risques. Et aussi sortir de la zone de confort. La deuxième phrase, c'est savoir identifier et stimuler la créativité chez les étudiants. Parce que la notion de créativité, pour certains, c'est inné, alors que pour d'autres, c'est enseigné. Du coup, il faut, voilà, c'est un sujet qui est aussi un sujet très important autour de l'entrepreneuriat parce que pour certains, être entrepreneur, c'est être créatif, alors que pour d'autres, non. Et du coup, c'est l'idée autour de ça, c'est que dans vos établissements, c'est de savoir identifier ces étudiants qui ont un peu la notion créative et surtout aussi valoriser l'audace et l'expérimentation dans nos pédagogies grâce, par exemple, au Fab Lab. L'un des constats importants aussi, c'est nos KPI d'académique, parce que pour l'instant, tous les classements universitaires et dans l'enseignement supérieur sont basés que sur le taux d'insertion professionnelle, alors que c'est aussi intéressant d'inclure le taux de création d'entreprises au sein de nos étudiants entrepreneurs qu'on accompagne au sein de plusieurs structures d'accompagnement. Après la table ronde, il y a aussi la présentation des 4 personnalités essentielles dans un projet entrepreneurial. Les 4 sont l'enthousiaste, qui sont les gens qui ont une source d'énergie et d'idées nouvelles. L'aventurier, qui est toujours un moteur d'action et de dépassement. L'ingénieux, qui est toujours quelqu'un qui structure et qui est concret, qui concrétise et qui a toujours des idées structurées. Et le sceptique, qui veut sécuriser et questionne et anticipe le risque. Et un petit sondage, juste pour savoir parmi vous, est-ce que parmi vous, il y en a certains qui se sentent enthousiastes? Enthousiaste, ça veut dire tout simplement, c'est quelqu'un qui est énergétique, qui a toujours des idées, qui a une machine d'idées, mais derrière, il n'y a pas d'idées concrètes, il n'y a pas d'action concrète, mais dans chaque minute, il a des idées concrètes. Je voulais savoir, est-ce que parmi vous, il y a certains qui se sentent, qui ont un peu cet enthousiaste autour de 1, 2, 3, 4, 5. Autour de cet événement-là, il y avait aussi le mention de l'intelligence artificielle qui était très important comme outil d'évaluation et d'accélération. Moi, j'ai pu assister à 2 ateliers. Le premier, c'est utiliser l'intelligence artificielle comme un levier pour concevoir une grille d'évaluation. C'est au lieu de se mettre à la place de l'étudiant, au lieu de se mettre à la place de l'étudiant du jury, on se met à la place d'une IA qui regarde et qui entend et qui écoute et qui regarde. Et on essaie de détecter ce que l'IA peut détecter alors que nous, on peut pas. Et par exemple, juste à titre d'exemple, supposons qu'on veut évaluer la compétence de l'enthousiasme, par exemple, ben, il y a l'idée de détecter des mots-clés
Et de l'IA, il peut détecter des mots-clés et chercher à combien de fois il y a la répétition de ce mot-clé. Et il y avait aussi un focus sur l'outil Mon Pass Créa qui est opté par la BPI France. C'est un outil, c'est une boîte à outils numérique qui aide les porteurs de projets ainsi que les directeurs d'école et les repreneurs pour avancer sur leurs idées d'entrepreneuriat. Il y a des guides, des modèles de statut, des orientations vers des réseaux, des acteurs, un générateur de comptes résultats, une section Mon Parcours où on peut créer son profil, pitcher son idée et générer des slides. Et conclusion, voilà, les GPO, c'était un repensement aux indicateurs ainsi que tous les outils autour de l'entrepreneuriat. Et il y a aussi BPI Création qui peut vous être utile en tant qu'enseignant aussi, parce que j'ai détecté il y a des enseignants. Bon, j'ai pas pu tout dire parce qu'il y a 9 pages, mais j'ai pu résumer. Voilà. Vous avez une question, je crois. Voilà, merci beaucoup, Eman, pour cette synthèse. On peut le remercier, l'applaudir. On vous donnera le compte rendu. Je vais laisser la parole à Caroline. Ça va. Je vais me brancher parce qu'en même temps, je vais lire mon téléphone. Alors du coup, moi, je vais vous parler des Journées mondiales de l'économie sociale et solidaire qui ont eu lieu il y a 15 jours à Bordeaux. Voilà, je sais pas si vous avez suivi cet événement. Moi, je l'ai beaucoup suivi sur les réseaux sociaux et Antoine y était. Donc du coup, je vais vous lire son témoignage et on va pouvoir en parler. Donc il dit: le forum se déroule du 29 au 31 octobre 2025 à Bordeaux en France pour la 7e édition de l'événement mondial de l'économie sociale et solidaire. L'événement met un fort accent sur les modèles entrepreneuriaux centrés sur l'impact solidaire et territorial plutôt que la simple recherche de profit. Donc ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui est émergent depuis un moment. Nous, c'est vraiment notre bataille du quotidien au Rose Lab. C'est pour ça qu'on a été missionné comme lieu totem de l'économie sociale et solidaire. Vraiment, on est au cœur de ce réseau. Et Antoine, au niveau national, est très, très impliqué voilà, dans tous ces enjeux. Ce que l'on peut noter surtout, c'est que j'ai participé à 3 moments portés par des jeunes, des coopératives étudiantes, et qu'il y a un besoin réel et massif de mettre du sens, changer la façon de faire ensemble et de travailler. Vraiment, nous faire ensemble, c'est notre mojo. On a 5 départements dans le Rose Lab et on a un département qui est faire ensemble, c'est de coopérer, c'est de faire avec d'autres structures. Alors des fois, ça peut être très compliqué parce que on doit se répartir la part du gâteau et ça sur des modèles économiques qui sont pas toujours faciles, c'est pas évident, mais on est vraiment persuadé que c'est vers là qu'il faut aller et que c'est l'enjeu des années à venir. Voilà pour cette petite restitution. Avec plaisir. Pour ma part, je vais vous présenter. Merci Caroline. Je vais vous présenter un peu la synthèse de la Semaine mondiale de la francophonie scientifique qui s'est passée la semaine dernière à Dakar. C'est un événement qui se tenait pour la 5e année. C'est un événement majeur qui rassemble les universités francophones en fait du monde entier et qui est organisé par l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, qui est le premier réseau universitaire mondial d'universités francophones. Quand je dis université, c'est au sens large, hein, donc université, grandes écoles, laboratoires de recherche, organismes de formation pour les adultes, et donc il y a près de un peu plus de 1000 universités qui font partie de ce réseau. Cette année, donc, c'était organisé à Dakar sous la présidence, sous le haut patronage du président du Sénégal. Et moi, ce qui m'a surpris, ce qui m'a marqué vraiment, c'est le fait que, ça c'est juste un élément de constat, que la francophonie est essentiellement africaine aujourd'hui, qu'elle est essentiellement portée par la jeunesse africaine et qu'aujourd'hui il y a 350 millions de francophones à travers le monde. 350 millions. Donc c'est un nombre qui est colossal et c'est un écosystème à la différence des autres langues qui est très structuré à la fois au niveau des États, au niveau des universités, au niveau de la culture, au niveau des organisations patronales, etc. Ce qui n'est pas le cas par exemple pour les hispanophones, les lusophones, etc. Le leitmotiv cette année, c'était d'être le révélateur du génie scientifique francophone et voilà, et de soutenir vraiment dans le contexte où aujourd'hui le nombre d'étudiants francophones va doubler dans les 10 prochaines années.
Alors c'est vrai que quand on est nous en France, on n'a pas forcément conscience en fait de ces dynamiques-là et de ces enjeux-là. Mais voilà, il y a une forte dynamique éducative et démographique. Et surtout ces acteurs, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que face à l'hégémonie de l'anglais dans les technologies, dans les publications de recherche, eh bien au contraire, il y a une volonté vraiment de défendre la francophonie, bien sûr, mais aussi la diversité culturelle, et la diversité linguistique. Alors, dans ce contexte-là, l'innovation pédagogique. L'innovation pédagogique, elle s'articule autour de plusieurs axes que je vous transmettrai. Je ne vais pas tout vous lire, mais le premier sujet, c'est la transformation numérique de toutes les formations, à la fois dans les contenus, dans les compétences numériques des étudiants, avec des niveaux qui sont vraiment attendus de la part de tous les étudiants francophones. Maintenant, enfin vraiment, c'était commun du Congo au Canada, du Cambodge aux universités francophones en Amérique latine, sur la bureautique, gestion de données, IA, cybersécurité. Et donc, le numérique, on le voit dans les contenus, mais on le voit aussi dans la numérisation, digitalisation de toutes les formations à distance, avec notamment un institut mondial qui a été créé, qui s'appelle l'IFIC, qui est un institut dédié à la formation à distance et qui est en fait un peu la nouvelle plateforme pour les certificats et tous les diplômes à distance, ouverts à tous les étudiants donc des 118 pays de la francophonie. Donc le but, c'est de favoriser la mutualisation des ressources, la mobilité des talents et l'accès à des formations, justement à l'accès à la formation, alors que un certain nombre de talents ne peuvent pas circuler aujourd'hui dans l'espace francophone à cause des problématiques de visa. Deuxième enjeu qui est ressorti, c'est la valorisation de l'entrepreneuriat étudiant. Ce qui est intéressant, c'est que quand on fait partie, on a des ateliers, on a les présidents d'universités de plein de pays du monde, et en fait, ils sont tous sur l'entrepreneuriat étudiant. Alors, certains ont déjà des dispositifs. Nous, avec le Rose Lab, on a accompagné à la mise en place de Fab Lab dans des universités au Maroc, au Burkina Faso, Côte d'Ivoire, mais derrière, en fait, on constate vraiment qu'il y a un souhait d'encourager la création de startups universitaires, le dépôt des brevets en français, développement des incubateurs. Et donc, le statut national étudiant-entrepreneur, par exemple, s'est déployé dans 15 pays de la francophonie. Donc, c'est intéressant. C'est un dispositif qui existe en France, mais qui a été déployé, adapté, bien sûr, sur le principe standard adapté. Donc, standardisé, mais en même temps adapté aux réalités locales. Et donc, ça va permettre notamment de la mobilité pour les étudiants entrepreneurs, puisque ces 15 pays se sont engagés, donc ça a été annoncé par les ministres, qu'il y a un nouveau programme phare, le PIMEF, qui est dédié à la mobilité internationale à la fois des étudiants francophones en entreprise et des étudiants entrepreneurs, qui se veut être l'Erasmus de la francophonie, donc avec 15 États qui mettent en place les dispositifs administratifs, financement, etc., pour qu'à partir de 2026, faciliter la mobilité des étudiants francophones. Le but, c'est de renforcer l'employabilité, la professionnalisation des jeunes diplômés. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité qui va être proposé par l'AUF à l'ensemble de ces universités membres. Voilà. Ensuite, troisième élément qui ressort, c'est le fait que les formations, donc non seulement deviennent de plus en plus numériques, mais de plus deviennent de plus en plus courtes, avec des formations certifiantes et avec des modules qui sont mis à disposition, donc soit par l'IFIC, donc qui est l'Institut francophone pour à distance, continue, l'IFIC, voilà, IFIC, et soit même par les universités elles-mêmes. Voilà, faut juste comprendre que les universités qui sont confrontées à une multiple de 2 sur le nombre d'étudiants, forcément ont des contraintes d'infrastructure et voilà. Et donc ça donne énormément d'opportunités pour aider à développer des formations en ligne, surtout pour ce que vous auriez déjà, pour faire valoir les domaines de spécialité, d'enseignement, de recherche sur lesquels vous êtes, pour les faire connaître, pas simplement à vos étudiants qui sont sur vos campus, mais potentiellement à des étudiants partout à travers le monde. Dernier point, vraiment ce qui ressort, c'est la communauté de valeurs. La francophonie se veut être une communauté mondiale de valeurs, avec un sujet clé qui est ressorti de l'ensemble des débats, c'est l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation. Ça a vraiment été identifié comme des priorités pédagogiques
en lien donc avec les tensions géostratégiques, etc., mais avec un constat à la fois de mieux former l'ensemble des étudiants en tant que récepteurs pour pouvoir analyser les contenus, mais également en tant qu'émetteurs. Et là, ça ne concerne pas que les journalistes, mais l'ensemble des créateurs de contenu, etc., pour porter en fait une forme de déontologie, d'éthique sur la création de contenu, de rapport à la vérité et aux faits. Et ça fait écho avec l'appel de Toulouse, qui a été signé l'année dernière par plus de 200 jeunes du monde entier qui sont venus à Toulouse, donc à l'occasion de la Semaine mondiale de la francophonie, et qui ont appelé leur attente numéro 1 vis-à-vis de leur université, c'est apprendre à mieux vivre ensemble. Et donc pour cela, donc l'AUF a annoncé la création d'un centre de médiation universitaire mondial pour la paix et la gestion des conflits, avec l'enjeu de rassembler en fait des universitaires chercheurs de l'ensemble en fait dans tous les domaines d'activité, depuis bien sûr le numérique, mais les sciences humaines et sociales, etc., et aussi l'entrepreneuriat est attendu là-dessus comme apporteur de solutions pour lutter contre la désinformation, contre les fake news, etc. Donc, j'ai été uniquement sur le fond. Cette semaine à Dakar, elle était incroyable. Vraiment, j'ai découvert le Sénégal et franchement, c'est un beau et noble pays. C'est grâce au Sénégal, c'est grâce à la Tunisie, c'est grâce notamment et aux dirigeants de ces pays que la francophonie s'est mise en place il y a un peu plus de 60 ans maintenant. C'est une vraie richesse. Et l'AUF, dont on a la chance d'être partenaire, puisqu'on gère l'incubateur virtuel mondial enfin pas mondial, africain, pardon, pour l'AUF. C'est un réseau d'universités. Je vous invite, il y a un certain nombre d'établissements de Toulouse qui font partie de l'AUF. Je vous invite à regarder un peu ce qu'ils produisent, ce qu'ils font, des newsletters, etc. Voilà, participer à la francophonie scientifique, c'est contribuer à une vision renouvelée de l'éducation, de l'innovation et de la coopération au service d'une jeunesse engagée et d'un avenir partagé. Voilà, merci beaucoup. J'ai essayé d'être rapide. Rentrons maintenant du Sénégal au Rose Lab avec Ayman qui interroge Annabelle et Julien, nos deux étudiants entrepreneurs. Ça va, vous allez bien? Ça va. Julien, Annabelle, des étudiants entrepreneurs et des anciens étudiants. Vous êtes diplômés. Pour commencer, je vous laisse vous présenter un peu. Je commence avec Annabelle, après je laisse Julien la parole. Je m'appelle Annabelle. Je viens d'être diplômée. Je viens de sortir d'un master en développement commercial. Mais avant ça, j'avais un profil primairement créatif. J'ai fait 6 ans de design, donc j'avais beaucoup d'idées, ça justifie un peu ce flux qui est constant. Mais il me manquait en fait vraiment ce côté très pratique, très technique pour développer un de ces projets. L'imaginer, c'était pas un problème. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qu'on apprend seul de ses erreurs, qu'on se reconstruit, qu'on retente. Mais il y a une partie cruciale aussi pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est l'accompagnement, c'est les personnes qui vont venir confronter ces idées, voir, en fait, créer un conflit pour voir si ça marche, le tester, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me manquait dans mon profil créatif, c'était vraiment cette prise de recul. Ça fait maintenant 1 an que j'ai créé mon projet, ma marque qui s'appelle Plaisir. C'est une marque d'objets intimes qui sont pensés pour des personnes qui ont vécu notamment des abus sexuels, qui ont un postpartum compliqué ou qui ont une relationnelle avec les appareils génitaux qui est difficile. Et en fait, l'idée, c'est d'apporter une solution concrète à ces personnes avec des objets qui n'ont pas la forme d'appareils génitaux. Ce sont des objets aux apparences décoratives qu'on peut laisser sur une table de nuit, sur une table de salon, et qui en fait vont venir s'incorporer dans le quotidien en douceur pour se familiariser avec une approche intime peut-être plus adaptée à ces personnes-là. Merci beaucoup. Julien? Ok, du coup je vais essayer de parler suffisamment fort pour que vous m'entendiez au fond. Du coup, Julien Ségura, j'ai construit la société Racine. Pour la faire synthétique, c'est une alternative aux biographes classiques qui sont souvent inaccessibles pour la plupart des familles. Et l'idée, c'est de créer une plateforme donc qui est déjà constituée et opérationnelle, qui permet de pouvoir faire son livre biographique de manière très simplifiée, donc en intégrant des nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle ou bien d'autres.
Cette plateforme a été co-créée avec près de 70 structures médico-sociales et aujourd'hui on lance avec plusieurs acteurs institutionnels de la région des accompagnements intergénérationnels à domicile où ce sont des jeunes qui vont au domicile des seniors ou en établissement pour aider les seniors à faire leurs livres et recréer un petit peu de cohésion territoriale, si je puis dire. Bon, pour la faire très synthétique, un dernier mot. On est une entreprise sociale et solidaire, donc reconnue d'utilité sociale. Bien qu'on soit à la base commerciale, donc avec une structure juridique commerciale, l'idée c'est de dire qu'on peut aussi créer une société qui génère de l'économie tout en ayant beaucoup d'impact. Merci Julien et Annabelle. Vous avez eu un parcours comme tout étudiant entrepreneur, vous étiez dans une école. Quel était pour vous le rôle de cette école Julien il était à Eurydice et Annabelle à Innov Campus. Quel était le rôle de l'école autour de votre projet? Enfin, quel rôle l'école a joué? Je te laisse. Du coup, effectivement, ma dernière école était Eurydice Business School. Mon projet est né d'un concours étudiant, en fait, propre à l'école interne, qui nous a donné suffisamment de crédibilité et de visibilité pour participer à d'autres concours derrière et avoir un petit peu de visibilité médiatique. Et ils nous ont soutenus avec notamment des dotations via des partenariats. Ça a été vraiment crucial. Je pense que sans ça, à l'origine, on n'aurait pas créé notre société. Alors moi, j'ai fini mon master à Innov Campus Toulouse. Ce qui avait motivé ce choix, c'est parce qu'ils proposaient les Y Days avec l'initiative Y-Look, qui était une initiative entrepreneuriale pour aider justement les étudiants entrepreneurs à développer leurs projets sur des temps scolaires et aussi en dehors des temps scolaires. C'est vraiment ce qui a motivé mon choix de rentrer dans cette école parce que je voulais juste faire du développement commercial, mais le fait qu'on accompagne les étudiants entrepreneurs, c'est ce qui a fait que j'ai décidé de rejoindre cette école-là parce que comme j'ai dit, j'avais des idées, j'avais envie d'entreprendre, mais j'avais pas forcément les clés en main et toutes les informations nécessaires pour y arriver. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a permis au cours de l'année de me confronter à des choix, de me confronter à des professionnels, à me confronter avec d'autres étudiants entrepreneurs aussi et à se remettre en question, à trouver des solutions concrètes. Également à pitcher devant d'autres professionnels et à recevoir également des dotations en fin d'année. Et c'est ce qui a vraiment permis de développer cette activité au cours de ma scolarité en master. Merci beaucoup. Et une deuxième question, est-ce que vous avez un accompagnement personnalisé ou un accompagnement spécifique en général sur votre projet durant votre parcours scolaire plutôt alors moi j'ai été accompagnée du coup par Mare Nostrum à l'initiative des Y-Look et des Y-Days. C'était une journée en fait dédiée au développement de projets étudiants. Et ensuite, j'ai postulé au Y-Look, auquel mon projet a été retenu. Et donc, c'était des journées organisées en dehors des temps scolaires, souvent les week-ends, des journées entières où on allait vraiment développer en profondeur avec des intervenants le projet, mais également sur des temps individuels, plutôt les après-midi ou en fin de journée, où j'allais pouvoir pitcher mon projet auprès d'autres professionnels de mon secteur pour avoir vraiment un échange plutôt et un petit peu échanger avec des professionnels. De mon côté, psychologue en docteur en psychologie et des sexologues. Du coup, pendant mon parcours, non, j'ai pas été accompagné. A posteriori, qu'on a gagné le concours et via des incubateurs, etc. Mais pas scolairement. Pas scolairement. Et quel est pour vous les principaux problèmes pour entrepreneuriat? On dit 5, allez. Ouh là 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 là. J'en ai eu plein. Comme j'ai dit, la création, l'idée, c'est vraiment pas le problème. C'est vraiment, pour moi, un des problèmes, c'est de pas m'éparpiller, c'est de rester ancré et de prendre en compte tous les facteurs. Parce que quand on entreprend d'avoir l'idée, c'est bien. Après, il faut la confronter sur la rentabilité, sur la comptabilité, sur la partie juridique, sur la partie médicale aussi pour ma part. Il y a une partie en fait aussi qui est juste constante. Donc, je me posais énormément de questions sur la communication et le marketing, vu que je parle d'objets sexuels. On est très censuré. On parle très rapidement de pornographie.
pornographie et du coup communiquer pour ma part a été très très compliqué en ligne sur les méthodes actuelles. Aujourd'hui, j'y trouve des solutions, mais ça c'est grâce à une réflexion collective qui me permet d'avancer petit à petit, parce que faire tout ça toute seule, ça devient très vite très lourd et on se perd dans les problèmes, mais aussi dans les solutions. Donc l'accompagnement a été très très efficace là-dessus. Aujourd'hui, je me pose une question parce que je me lance des challenges, parce qu'on en fait jamais assez. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je me lance le challenge d'organiser un événement gratuit pour les jeunes et les jeunes femmes sur le bien-être et la santé sexuelle. Je lance ce projet toute seule actuellement, mais je ne sais pas trop comment trouver un lieu, les acteurs juridiques pour pouvoir organiser cet événement, la récolte de fonds. J'aimerais avoir des conférences avec des personnes qui interviennent et qui partagent leurs connaissances. Donc tout ça, en fait, c'est des nouvelles questions que je me pose aujourd'hui. Et c'est un peu comme ça à chaque fois. À chaque fois que je franchis un pas, que j'ai résolu un problème, je me retrouve face à un nouveau. Et c'est dans ce sens-là que l'accompagnement scolaire et aussi en dehors des temps scolaires, c'est vraiment bénéfique pour des personnes surtout comme moi qui viennent de finir le master. Là, je viens de finir l'accompagnement scolaire et on se retrouve un petit peu qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les problèmes, c'est ça. Okay. Il faut des problèmes. Okay. Du coup, je vais essayer d'énoncer des problèmes peut-être auxquels vous pourriez répondre. Je vais vous épargner l'aspect financement, qui est un problème, je pense, récurrent. Même si une dotation est souvent appréciable à l'issue de concours étudiants, je pense qu'il y a tout l'aspect cadrage, c'est-à-dire que on a tendance à ne pas avoir les bons retours, ne pas avoir de retour d'expérience de vrais entrepreneurs. Il y a la théorie qu'on apprend en cours, il y a la pratique des entrepreneurs. Pour aussi sur l'aspect financement, on nous parle souvent des banques, des dispositifs, des levées de fonds, des business angels, etc. Il y a énormément d'autres alternatives, bien plus efficace, si je puis dire, surtout quand on sort d'études et qu'on a un prêt étudiant potentiellement à rembourser, que ça peut être France Active, Initiative et bien d'autres. Il y a aussi des liens entre les écoles et les incubateurs qui, je pense, peut se faire. En tout cas, ils sont demandeurs d'être en lien avec des écoles pour parler de ces incubations qui ne coûtent pas 1 euro aux jeunes actifs à l'issue de la sortie d'études. Ça me semble déjà pas mal. Après, il y a autre chose, c'est peut-être les mentorats. Les mentorats, je le proclame parce que je suis ambassadeur régional de l'entrepreneuriat des jeunes en Occitanie via MoveJ, et on propose du mentorat gratuit pour les porteurs de projets. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant de faire le lien aussi avec des structures comme ça. Merci. Je rebondis sur ce qu'a dit Julien sur le mentorat parce que je trouve ça très pertinent. C'est vrai que dans les problématiques, si je ressens sur moi, il y a par exemple plein de questions techniques sur la comptabilité, les questions de juridique, donc normalement où il faut vraiment avoir une personne attitrée, et c'est des choses où on ne sait pas forcément vers qui se tourner. Et c'est vrai que des solutions comme le mentorat, pointilleuse technique sur certains aspects, ça peut vraiment être bénéfique quand on ne sait pas trop vers qui se tourner, vers où se tourner et par quel bout prendre le problème, en fait, que l'on fasse. Laissons maintenant les responsables entrepreneuriat des écoles et des universités poser leurs questions aux 2 jeunes étudiants. Si vous étiez à nouveau étudiant en L1, L2, L3, par exemple, comment vous arriveriez à concilier? Est-ce que ce serait pas un défi trop lourd? Et quelle serait l'accompagnement, si on parle de temps ou de durée, comment vous pourriez l'envisager en même temps qu'avoir cette épée de Damoclès entre préparer la candidature master et réaliser les partiels en L3 notamment? Moi, je le vois pas trop comme un obstacle. Dans mon cas personnel, j'étais étudiante en master après une redirection, donc j'ai dû réapprendre tout à nouveau, alternante en même temps et porteuse de projet.
Je pense que être porteur de projet et vouloir entreprendre, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est quelque chose qu'on a envie de faire, au même titre que en dehors des cours, pratiquer une pratique sportive, loisir ou avoir un job étudiant à côté. Je pense que si c'est vraiment une vocation qu'on a et qu'on a vraiment envie de développer ce projet, on prend du temps dans ces initiatives et au contraire, c'est quelque chose qui nous anime réellement et qui peut vraiment aussi faire la différence pour une école en se disant « Ah, mais mon école m'accompagne réellement dans la réalisation de mes objectifs personnels, au même titre qu'un accompagnement d'aide pour un appartement, pour des clubs sportifs, dans des options, etc. » Et, ouais. Oui, juste pour compléter, effectivement, je pense que ça peut être un vrai accélérateur. Quand on entreprend, on est souvent passionné, intéressé dans un domaine et on s'y intéresse, on y travaille beaucoup en dehors des études, des partiels. Et peut-être qu'il peut y avoir du temps effectivement plus pratico-pratique. Personnellement, j'y vois bien la cohérence et la pertinence. Plus que ça, il y a des profils, quand j'étais en créative encore, qui sont freelance en dehors des heures de cours et du coup qui mettent énormément de leur temps au développement de leur portfolio, de leur site web, de la recherche client et qui savent pas forcément du coup doser le temps entre cours, révision, réalisation de projets, de cours, etc. partiels et peut-être justement avoir des temps donnés par les écoles pour développer cette activité-là peut même être plus pertinente que ce qu'ils le fassent tout seuls chez eux en fait. Pour mettre en adéquation votre proposition de valeur, votre service, votre produit et la demande du marché et en quelle mesure en fait il y a une adéquation où on trouve cette adéquation pour pouvoir évaluer un potentiel marché pour votre produit ou service. Effectivement, c'est là où on fait le lien entre la théorie et la pratique, tester son marché et tout ça. Alors moi, j'ai pas été personnellement accompagné du coup, mais je l'ai fait pendant mes études de tester ce marché-là pour justement dans le cadre de ce concours, au fil des étapes, en fait, ça nous incitait à agir et à avoir de nouvelles actions. Mais personnellement, je l'ai fait a posteriori du coup, probablement par manque de cadrage ou de projet d'incubation interne à l'école, mais c'est une phase importante. Je sais pas si je... Oui, j'ai un peu du mal, je pense, à répondre à ces questions. J'ai toujours eu peur d'aller me confronter au marché parce que c'est quelque chose qui m'effrayait un peu. Et c'est vrai qu'avec j'ai eu la chance d'être accompagnée sur mon master par Mare Nostrum avec les Wailook et les White Days. Et cette année, l'année dernière, où j'étais accompagnée par Mare Nostrum, en fait, d'avoir des rendez-vous récurrents, on mettait de la théorie en place et aussi avec des objectifs pour la séance prochaine qui pouvaient être théoriques sur de la recherche de marché, mais on me demandait aussi pour la fois prochaine, j'aimerais que tu aies 300 retours clients, terrain ou de professionnels ou de magasins revendeurs. Et c'est vrai que en fait, ça nous met face au mur, ça nous met un coup de pied au cul aussi, si on peut le dire comme ça. Et ça motive en fait à aller tester son terrain, son marché, sans risque. Le fait d'être encore à l'école, il y a vraiment, c'est même pas un filet de rattrapage, c'est un trampoline avec une piscine à boules en dessous, qui nous permet de vraiment se lancer sans se dire ah mais après je perds mon travail, j'aurais investi des milliers, je perds absolument tout ce que j'ai fait. C'est vraiment un cadre sécurisant de tester le marché sans répercussions trop dures. Mais la question d'après, en fait, on va imaginer que Annabelle et Julien, en fait, sont dans vos établissements. Et donc la question qu'on va vous poser, c'est quels moyens existent aujourd'hui dans votre établissement qu'on pourrait mobiliser pour Annabelle et Julien et qui répondent aux besoins que vous avez identifiés. Vous parliez de pitch et du coup, nous, le besoin, et on se disait, alors vous avez très très bien présenté, mais souvent on a plein d'idées, mais on ne sait pas pitcher. En fait, séduire, expliquer son projet, et ça part un peu dans tous les sens parce qu'on fourmille d'idées, mais c'est difficile du coup de savoir bien exprimer son idée, ce qu'on veut faire derrière. Donc voilà, c'était pour nous, en tout cas, on s'est dit que c'est partie des choses importantes. Je te laisse peut-être prendre la suite, du coup. Savoir pitcher son projet,
projet et savoir aussi pitcher les difficultés qu'on rencontre au fur et à mesure de son projet. Et donc l'idée serait de pouvoir pitcher devant un réseau de professionnels, entrepreneurs, anciens alumni de l'école, les partenaires de l'école, pour pouvoir être aiguillés derrière, avoir des feedbacks constructifs par rapport aux difficultés qu'on rencontre ou à l'évolution de son projet au fur et à mesure. Donc avoir des temps dédiés à la rencontre avec des professionnels. Bonne idée, et s'il faut le faire, je peux me porter volontaire à titre bénévole pour pitcher ce genre de problématique. Et je me permets juste de le glisser même pour toutes les écoles de manière classique. S'il faut parler d'entrepreneuriat ou de retour d'expérience, etc., n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Idem pour moi, bonne idée. Surtout, la deuxième, je trouve, de pitcher ses difficultés. Quand on est entrepreneur, pitcher ses bonnes idées, c'est une chose. Pitcher les difficultés qu'on rencontre et faire face à ses imperfections, c'en est une autre. Donc sur ce point, très bonne idée. Et pareil, si vous avez besoin de personnes dans des jurys, des alumni, conseils, orientation entrepreneuriat, je suis disponible aussi. Super, deux avis positifs. Bravo. Merci beaucoup. Quelle autre table veut présenter son idée? Allez, vous voulez 30 secondes. Allez, on vous écoute. Alors, vous avez tout à l'heure évoqué le flou, le manque d'information, du coup la désorganisation, le fait d'être seul avec vous-même par rapport à toutes ces interrogations. Pour répondre aux besoins d'accompagnement à l'entrepreneuriat, nous ce que on vous propose, c'est par la modalité du mentorat, de mobiliser les ressources écoute et feedback par le biais d'ateliers récurrents autour de thématiques spécifiques comme les ressources humaines, la comptabilité, le business plan, voilà, tous ces éléments qui seraient récurrents au sein de l'établissement et qui permettraient par le biais de temps conviviaux de générer donc des réponses à vos interrogations. Parfait, voilà. 29 secondes, c'est nickel. Est-ce que bonne ou mauvaise idée? Du coup, votre avis. Pour moi, c'est une super idée, c'est des temps vraiment dédiés, focus, et c'est ce qui manque aujourd'hui, où on s'informe peut-être beaucoup avec des tutos YouTube, mais de l'avoir avec du vrai contact humain, avec des retours sur le moment, avec des personnes professionnelles renseignées ou aussi des personnes comme nous qui n'en savent rien. C'est à la fois réconfortant et ça permet d'avancer également. Pour ma part, je pense que c'est une bonne idée, mais il faut faire, il y a un point de vigilance selon moi en tout cas, à ce que ce soit pas trop théorique autour du cours, que ce soit vraiment pratico-pratique, potentiellement avec des retours d'expérience pour pas que ce soit trop utopique. Alors, pour nous, on a identifié un besoin de cerveau disponible pour vous aider et un vivier de stagiaires potentiels dans les formations. Donc, du coup, ce serait la création d'un réseau multipotentiel pour soutenir l'activité. Donc, qui est voilà, tout ce vivier de CV qui soit qualifiés et qu'on puisse vous les présenter pour que vous puissiez avoir des personnes avec qui travailler, qui puissent apporter des ressources complémentaires à votre activité. Bonne idée, et ce que j'ai surtout apprécié, c'est le CV qualifié, de pas parce qu'on oui, on a du temps, de l'aide c'est toujours apprécié, mais de l'avoir quelque chose qui est déjà un peu pré-mâché aussi pour nous, pour éviter de devoir se former sur du recrutement. En plus, c'est quelque chose qui nous facilite la tâche et qui rendrait agréable en plus de recruter un ou une stagiaire auprès de nous. J'espère que cet épisode vous a éclairé sur la pédagogie entrepreneuriale. On l'a bien compris, l'accompagnement sous toutes ses formes, comme le tutorat, le mentorat ou via un réseau d'experts, est une des composantes clés de l'envie d'entreprendre. Je retiens aussi que la pédagogie entrepreneuriale doit intégrer le risque et valoriser l'audace, pas uniquement les matières académiques. C'est ce qui la différencie fondamentalement de la pédagogie tout court.